Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les députés français dénoncent farouchement le franc CFA, une monnaie coloniale. Le franc CFA reste le plus grand vestige de la colonisation française en Afrique. Créé en 1945 par le gouvernement provisoire français, le franc CFA est la dernière monnaie coloniale qui circule encore sur le continent africain. Le franc CFA est une monnaie qui freine le développement de l'Afrique francophone et la maintient dans la pauvreté. Dans une récente apparition devant l'Assemblée nationale, un député français a dénoncé la supercherie sur la réforme du franc CFA conduite par Macron et Ouattara. Mais la France est-elle prête à laisser mourir le franc CFA? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par nos analystes, qui sont sur le plateau. Suivons. Merci Madame la Présidente, merci messieurs les rapporteurs pour la présentation du sujet. Notre groupe n'a pas la même analyse que vous tous ici, à part peut-être l'approche que vient de faire Jean-Michel Clément. Le texte que nous examinons aujourd'hui semble cynique et trompeur. Il maquille les vieilles pratiques avec un nouveau nom pour mieux donner l'illusion de la nouveauté. Peut-on appeler réforme un texte qui ne modifie qu'un seul des 4 critères qui président au fonctionnement du franc CFA? La parité fixe avec l'euro sera maintenue. La liberté de transaction entre la zone euro et l'UMOA ne changera pas non plus. La convertibilité illimitée entre éco et euro ne changera pas. Seule la centralisation des réserves de change auprès du Trésor français va être arrêtée. La portée de ce texte est donc dérisoire. Le maintien de la parité fixe avec l'euro, par exemple, pose au moins 2 problèmes majeurs. Premièrement, maintenir une parité fixe avec une monnaie forte valorise les importations au détriment des exportations, ce qui induit 2 éléments. D'un côté, les pays qui utilisent le franc CFA ne disposent pas des leviers pour créer une économie indépendante et résiliente, puisqu'il est plus simple d'importer des biens que de les produire. Et de l'autre, la limitation des exportations induite par cette monnaie les contraint dans leur rôle d'exportateur de matières premières, ce qui est surtout utile aux multinationales et à leurs actionnaires. Deuxièmement, la parité avec l'euro oblige à mener une lutte obsessionnelle contre l'inflation. Or, pour limiter l'inflation, il faut limiter l'accès au crédit. Par conséquent, avec des emprunts qui coûtent cher, c'est encore les plus pauvres qui ont les emprunts les plus chers, les entreprises locales ne peuvent pas être compétitives face aux entreprises étrangères bénéficiant de crédits abordables. Et ces entreprises étrangères sont d'autant plus favorisées que l'on maintient la convertibilité illimitée entre l'éco et l'euro, ce qui permet, avec le maintien de la parité fixe, de sécuriser les investissements en euros en amont et les rapatriements des bénéfices dans cette même monnaie en aval. Déversoir de produits manufacturés et réservoir de matières premières, dit l'économiste sénégalais Séraphin Prao. Le projet politique est évident. Macron a dit que le franc CFA était un non-sujet, indiquant par là qu'il n'y avait pas de problème à le réformer. Force est de constater que vous avez fait une non-réforme pour être bien certain de ne pas perdre l'avantage monétaire de la France dans cette zone, voire d'essayer de l'étendre. Il va falloir aller vite avec cet avantage, car cet avantage est menacé. La CEDEAO, la zone économique qui englobe la zone du franc CFA et d'autres pays anglophones, que le poids lourd nigérian a un projet de monnaie unique qui commence à prendre forme. Il fallait donc prendre de court ce projet. La France a même poussé le cynisme jusqu'à utiliser le nom proposé par la CEDEAO pour sa monnaie, l'éco, quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir sur son contenu. Le geste est lourd, trop visible pour que nous acceptions une manœuvre aussi grossière, qui prouve bien que nous n'en avons pas terminé avec cette si injuste et insupportable France-Afrique, mais que l'on va rebaptiser, et c'est l'objet d'ailleurs peut-être de ce rapport, dans sa version multinationale Afrique. Les députés communistes voteront évidemment contre cette non-réforme. Eh bien, merci à la réalisation pour nous avoir préparé cet élément. Eh bien, docteur Dimo, c'était là, bien évidemment, Jean-Paul Lecoq, qui est député du Parti communiste français, qui s'exprimait devant les députés français, devant une commission parlementaire sur cette réforme du franc CFA, qu'il qualifie d'ailleurs de fumisterie. Absolument, c'est vrai, ça ne nous surprend pas, ça va dans les logiques des faits. Depuis la toute dernière élection, à travers Mélenchon, nous avons déjà vu la position de l'extrême gauche française. C'est vrai, cette fois-ci, la seule nouveauté est que
on en parle dans un organe décisionnel d'importance, notamment le Parlement. Mais dans le fond, il n'y a pas de changement. Personnellement, je me serais attendu à ce que beaucoup d'autres partis, comme ce fut le cas lors des élections 2017, présidentielles 2017, s'alignent sous cette position. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une sortie d'un seul parti, le parti de gauche, de l'extrême gauche. Lors des élections présidentielles, Marine Le Pen avait dénoncé le franc CFA et tout ce mécanisme. Elle est partie jusqu'à rencontrer M. Idriss Déby au Tchad, comme pour dire, écoutez, le franc CFA, c'est un outil qui ne permet pas aux économies africaines de décoller. Voilà, mais dans le fond, nous sommes quand même totalement en accord avec les arguments qui sont avancés par le député communiste. Entre autres, il se focalise sur la parité fixe, qui est naturellement la plus grosse faiblesse de ce système suranné et anachronique. La parité fixe signifiant naturellement pour les pays africains une perte de compétitivité pour leurs exportations en permanence, signifiant également toute des difficultés énormes à impulser une industrialisation, parce que les industries locales, en fait, leurs intérêts ne sont pas pris en compte. À l'inverse, les entreprises françaises, compte tenu de la parité fixe qui est maintenue, ont toutes les largesses, toutes les facilités et toutes les garanties pour continuer à tirer tout ce qu'elles peuvent tirer de l'Afrique. Donc, d'une manière générale, on peut dire à juste titre que c'est une fumisterie d'Emmanuel Macron qui a poussé le bouchon très loin au point de s'arroger d'ailleurs le droit de parler de l'éco, alors que l'éco c'est un acronyme qui a été développé depuis les années 80 au lendemain du plan d'action de Lagos pour dire aux uns aux autres que toute l'Afrique de l'Ouest se mettrait un jour sous la supervision d'une seule monnaie, d'une seule unité monétaire. Voilà, M. Ouattara et M. Macron sont allés très très loin. La Côte d'Ivoire, qui représente à peu près un 16e du PIB du Nigeria, a pris les devants avec M. Macron pour annoncer la mise en œuvre de l'éco, une monnaie qui est mornée de toute façon sous cette version, parce que ni en Afrique de l'Ouest et surtout pas en Afrique centrale, on ne trouve pas des gens qui d'une manière ou d'une autre sont encore en accord avec les principes de parité fixe. Partout on parle d'une monnaie qui est adossée sur un panier de monnaie, compte tenu du fait que ces pays, justement, pour relancer leur dynamique d'industrialisation, se sont adossés principalement sur des investissements en infrastructures qui les proviennent principalement de la Chine et d'autres pays de l'hémisphère sud, comme pour dire que dans l'avenir, ils souhaiteraient continuer à travailler avec eux, encore que une bonne partie de l'endettement qu'ils affichent aujourd'hui provient du redéploiement de leur stock d'infrastructures financés depuis Pékin essentiellement. Voilà, donc je crois que monsieur le député français a toutes les raisons de dire qu'il s'agit d'une fumisterie, mais il n'est pas le premier à le dire, et comme je le dirais d'entrée de jeu, il y a 2 ans, d'autres députés, notamment ceux d'Italie, plutôt c'était pas des députés, c'était même des vice-présidents. Effectivement.
il y a un dont les noms m'échappent tout de suite, mais deux présidents de l'extrême droite. Notamment Matteo Salvini. Matteo Salvini et Di Maio, quelque chose comme ça. Di Maio. Voilà, tous les deux, pour rester en cohérence avec le discours développé par Madame Le Pen à l'époque, ont également dénoncé le fait que la parité fixe et le reste soient conservés, mais beaucoup plus loin. En fait, c'est une dynamique qui va prendre du large, hein, parce qu'elle est partie, même pas de là, elle est partie essentiellement de l'Allemagne, qui, à travers la Deutsche Wirtschaftsnachrichten, avait placé, en fait, positionné sous le regard de tout le monde un fait, à savoir que la France s'est tellement affaiblie, elle est devenue tellement dépendante de l'Afrique et du système CFA qu'elle a perdu tout goût pour l'effort, pour faire des réformes en profondeur, et que parce qu'elle tire encore 440 milliards d'euros par an de l'Afrique. Donc vous voyez, c'est des contestations. Ici, quand on dénonce le franc CFA, on a l'impression parfois, on veut nous donner l'impression que nous parlons de rien, mais vous voyez, des spécialistes allemands qui connaissent bien la chose, des hommes chevronnés de la politique italienne, se sont mis dans le même couloir, et aujourd'hui on voit les Français d'extrême gauche qui rejoignent ceux d'extrême droite pour dire quoi? Pour dire, écoutez, la France est restée là où elle a été depuis des décennies et elle n'a pas l'impression de quitter ce bateau, bien que partout il y a des protestations, bien qu'il y ait une montée fulgurante de ce que eux ils appellent à Paris le sentiment anti-français, alors que nous ici nous disons la montée du patriotisme africain. Voilà, donc pour cette première sortie, voici ce que je peux dire autour de ce mécanisme et de ce beau discours que j'encourage. Nous souhaitons seulement que ce discours soit également relayé, pas seulement au travers les chaînes, les écrans d'Afrique Média, mais un peu partout dans le monde. Merci. Merci à vous, docteur Edimo. Eh bien, patient parfum d'homme, le docteur Edimo l'a dit. Cette fois-ci, c'est Jean-Paul Lecoq, qui est député du Parti communiste français. Il y a peu de temps, c'était la France insoumise et certains autres partis de l'opposition du côté de la France. D'entrée de jeu, quel est votre sentiment quant à cette sortie de Jean-Paul Lecoq? Nous tenons à dire qu'ici sur Afrique Média, nous avons déjà fait plusieurs analyses qui vont dans le même sens, ou bien que l'analyse de M. Lecoq rejoint, parce que c'est ça, nous avons déjà fait cette analyse. Moi particulièrement, je crois que pour ceux qui suivent Afrique Média assidûment, ils savent très bien que j'ai fait ce développement plusieurs fois sur ce plateau pour démontrer qu'effectivement, la France est en difficulté. La France est tellement en difficulté, ses partenaires européens ne comprennent plus, ou bien n'assument plus très bien, n'est-ce pas, cette filouterie et cette manière, j'allais dire, criminelle de la France de maintenir l'Afrique dans un état de sous-développement à travers une monnaie complètement dépassée, une monnaie en réalité qui produit plutôt la pauvreté, la misère pour les pays africains qu'autre chose. Mais surtout, avec cette monnaie, la France peut se permettre de continuer à maintenir 14 pays africains plus de Comores, ça fait 15 pays quand même, sous le fourche codine d'une certaine élite politique qui a décidé de faire de l'Afrique un réservoir, une espèce de réservoir, c'est-à-dire de fonds, de puissants fonds, ils puisent allègrement pour financer, n'est-ce pas, leurs projets politiques au niveau d'Occident. Alors là, c'est un parti, c'est un groupe politique français qui n'ont pas accès à cette manne-là, essaient de la dénoncer parce qu'ils savent que c'est là où la différence se fait et qui permet aux autres d'avoir des moyens pour pouvoir mener des campagnes et des politiques qui continuent de les maintenir au pouvoir. Ils essaient donc de fragiliser, n'est-ce pas, ces élites politiques qui ont fait de la France-Afrique un véritable fonds de commerce ou bien une véritable ligne extrêmement radicale pour pouvoir continuer d'exister. Ils attaquent donc, n'est-ce pas, ces élites sur ce point-là, en espérant que s'ils sont
bien relayé au niveau de l'Afrique, ça peut fragiliser justement cette construction de la France-Afrique qui a été faite et dont le pic a été avec la création de France CFA en 1945. Donc il y a 3 éléments centraux qu'il faut relever ici. 1, la crise au niveau de la politique en France. La politique française est en crise. Monsieur Macron, qui est en réalité l'un des représentants du monde de la finance internationale, et surtout ceux qui gèrent un peu cette périphérie qu'est l'Afrique, est en difficulté là-bas actuellement en France, et il reçoit des coups de ses adversaires politiques qui n'hésitent plus à dénoncer la France dans des secteurs qui peuvent apparaître comme étant des secteurs qui peuvent permettre à la France de continuer à occuper un certain leadership au niveau de l'Europe. Donc on peut penser, si on n'analyse pas profondément la question, on dit qu'ils jouent contre leur propre camp. Mais non, ils se rendent bien compte que s'ils n'attaquent pas la France sur cette racine centrale-là, effectivement, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de déplacement de curseur au niveau des jeux politiques internes à la France. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ce que nous constatons avec cette affaire de cette monnaie-là, c'est que la France-Afrique est secouée, violemment secouée depuis un certain temps par une jeunesse africaine qui est de plus en plus hardie, qui est de plus en plus déterminée et qui conteste le fait que pratiquement 75 ans après, la France continue d'avoir une domination aussi, j'allais dire absolue, sur l'économie de certains pays africains et qui ne permet pas à ces pays africains de pouvoir se développer. Et cela influe même sur les choix politiques de ces États. Malheureusement, le monde est en train de changer. Il y a de nouveaux acteurs aujourd'hui sur la scène politique mondiale et la France n'ayant plus la capacité de continuer à drainer de force par la canonnière ces États ont eu souvent la ruse d'avoir des relations économiques, des partenariats économiques avec les nouveaux acteurs sur le plan économique. Ça peut être le cas avec la Chine, avec la Turquie et d'autres pays. Vous avez vu même la Russie a été attaquée dernièrement dans le discours de Macron. Ça veut tout dire. Sur le plan militaire aussi, la France est très affaiblie. Les problèmes qu'ils ont créés en essayant de briser complètement la digue que constituait la Libye de Muammar Kadhafi, la déferlante, n'est-ce pas, des djihadistes dans la zone qui était à peu près les plates-bandes protégées, fait aujourd'hui que la France, elle ne peut pas assurer sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, la stabilité dans cette région. Elle est donc obligée de tendre la main à certains partenaires qui les Chine à suivre la France sur cette entreprise, d'autant plus qu'ils se rendent bien compte qu'à la fin du process, c'est la France qui va finir par tirer bénéfice de toutes ces aventures. On a vu avec tous les Européens pratiquement qui refusent de suivre la France dans la lutte contre le djihadisme au niveau du Sahel. Donc elle est complètement déboussolée, mais surtout les exigences, je continue d'insister là-dessus, des populations africaines, de la jeunesse africaine qui ne comprennent pas qu'avec autant de richesses, avec autant de possibilités, quand on parle de richesse, il ne faut pas seulement voir ce qui est dans notre sol, dans notre sous-sol, mais même les hommes. Les jeunes hommes qui sont formés, souvent qu'ils sont formés à des niveaux extrêmement élevés, donc ils peuvent participer, n'est-ce pas, à la transformation économique, politique et sociale de leurs États, mais ils sont bloqués parce que justement, avec la monnaie, mais avec le soubassement, cette stagnation sur le plan de la dynamique, des dynamiques politiques, l'Afrique ne peut pas avancer. Et c'est ça qui explique maintenant. C'est la raison fondamentale pour laquelle M. Macron a tout fait pour maintenir Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Parce qu'avec Alassane Dramane Ouattara, c'est le projet d'éventrer complètement la capacité pour les pays de l'Ouest africain, de l'Afrique de l'Ouest, avec l'ECO, d'avoir une monnaie endogène, une monnaie authentiquement africaine, une monnaie souveraine pour ces États-là. C'est un projet de l'Afrique de l'Ouest. Mais il est allé là-dedans comme un éléphant dans une pièce de porcelaine, sans mettre des gants. Il a dit à Ouattara, tu fonces. Il faut éventer ce projet, il faut le casser. Et c'est pour cela qu'ils ont donc, avec M. Ouattara, créé ce projet de l'éco-Macron. C'est comme ça que je l'appelle, l'éco-Macron. Pourquoi? Parce que le projet initial englobait pratiquement tous les pays de la CEDEAO. Donc, là-dedans, vous avez les anciennes colonies françaises qui utilisent le franc CFA, mais en même temps, d'autres pays comme le Nigeria, le Ghana, et grave, c'est que là où c'est ahurissant. Pour voir l'attitude de M. Macron, ça veut dire vraiment le jeu extrêmement perfide de bandits, c'est le banditisme politique et économique de M. Macron, c'est de penser à cet instant. Quand il peut soumettre le Nigeria, première économie africaine, et le Ghana, qui n'est pas moins,
sur le plan économique. On nous dit aujourd'hui que ce pays qu'on appelle le Ghana est le pays qui a réussi à mieux gérer sa monnaie. Effectivement. N'est-ce pas, sur le plan... l'une des meilleures gestions de monnaie, même sur le plan mondial. Effectivement, le Bon, Ghana. alors, comment est-ce que M. Macron peut penser que ce pays va accepter de se soumettre à son dictat? C'est impossible. Donc, si on réfléchit très bien, le rôle de Macron, ce n'était pas de pousser ce pays à accepter, mais c'était de casser le projet de la monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et, effectivement, on prend le même mot, on prend le ECO, qui est le diminutif de ECOWAS. Ça veut très bien ECOWAS, qui veut dire... Afrique de l'Ouest, en anglais. Voilà. Donc, on prend exactement, on habille le clone, n'est-ce pas, avec les mêmes habits, avec les mêmes attributs, sauf que le contenu, maintenant, c'est complètement en déphasage avec le projet initial des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour cela que M. Alassane Dramane Ouattara est un joker extrêmement important dans le dispositif de Paris. Un, de saboter le projet de la monnaie unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais deux, de maintenir, même pour une durée plus ou moins court terme ou bien moyen terme, l'ensemble du troupeau qui lui était acquis au niveau de l'Afrique de l'Ouest dans son giron. C'est ça le jeu, c'est tout le jeu dans cette affaire-là. Alors, la question qu'on peut vraiment se poser, au-delà des pays anglophones, est-ce que les jeunesses des pays sous tutelle française dans la zone UMOA vont rester silencieuses et regarder ce que leur avenir se jouer, tout simplement parce qu'un individu, soit M. Macron, représentant cette élite française, qui s'enrichit sur le dos, n'est-ce pas, de l'Afrique, des économies africaines, de l'espoir de l'Afrique, de la possibilité de l'Afrique de pouvoir, elle aussi, pouvoir émerger, on va regarder éternellement en spectateur ce jeu-là. C'est là toute la question. Et c'est à ce moment que moi je vais répondre en anticipant que M. Macron se trompe d'époque. C'est terminé. C'est terminé. La France n'a plus les moyens de continuer de nous imposer cette relation unique, cette relation injuste, cette mesure surannée, cette monnaie nazie, parce que c'est ça qu'il s'agit. On a déjà bien expliqué ici, en mille et une fois. La France a subi la même chose quand elle a été occupée par l'Allemagne. Il y a une monnaie que l'Allemagne a créée uniquement pour gérer l'économie française. Et cette monnaie devait être gérée par la Banque centrale anglaise, allemande, n'est-ce pas? La Deutsche Bank. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut même parler de réfléchir. Ils ont dupliqué exactement, peut-être même en pire, les mêmes méthodes au niveau de l'Afrique, parce qu'ils se sont rendus bien compte que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas aller très loin. J'ai un nouveau livre que j'ai eu dernièrement. Je vais le présenter ici sur le plateau de l'Afrique Média, l'une des éditions. Les Américains avaient déjà dit à la France, attention, vous avez une dette incroyable. Il faut penser à éponger votre dette. Et c'est à partir de ce moment-là que De Gaulle, avec Pleven et Susten, je crois, se sont réunis à Brazzaville. Ils ont dit qu'il faut créer un truc pour continuer de ficeler ce genre. Et nous, comme Sansi, on continue de sucer leur sang pour que nous puissions continuer d'exister. C'est tout le problème, c'est tout le débat. Donc, M. Ouattara, une fois de plus, se présente comme un homme léger. Le mot est léger. Le mot est vraiment léger. Vous dites souvent esclave de maison. Là aussi, le mot est léger. Il se comporte vraiment comme un véritable mercenaire au service de la France. C'est un légionnaire. Vous savez que la Légion étrangère en France, c'est un corps d'armée de mercenaires. C'est ça qu'il s'agit. C'est le légionnaire étranger sur le plan politique et économique de la France au service de Paris pour continuer de soumettre, de briser toute initiative qui tend à aider l'Afrique à acquérir sa souveraineté sur le plan politique et sur le plan économique. C'est ça l'enjeu central de ce qui s'est passé aux dernières élections en Côte d'Ivoire. Un individu qui s'est présenté seul à un score de 94%. Plus de 94%. On a vu des gens armés de machettes trancher la tête de jeunes gens, jouer au ballon avec, transformer la tête d'un jeune comme ballon de football, sans que la France officielle ne s'en émeuve. Au contraire, cette France-là a préféré, n'est-ce pas, déposer les lauriers de démocratie sur la tête de M. Ouattara, alors que ce qui reproche à M. Ouattara, on peut comparer. C'est pratiquement ce qui s'est passé au niveau de la Guinée. Mais vous avez vu comment M. Alpha Condé a été traité. Donc, faisons attention. Nous sommes là face à un virage extrêmement délicat et difficile. L'avenir de l'Afrique se joue avec cette affaire-là. Parce que si M. Macron réussit à casser le projet de l'Afrique de l'Ouest pour avoir une monnaie autonome, c'est le statu quo qui demeure. Donc, ni pour l'Afrique centrale, ni pour l'Afrique de l'Ouest, rien ne va bouger. Nous serons en plein statu quo. Mais, si par extraordinaire, les autres pays essaient de contourner M. Ouattara, qui est ce mercenaire-là, et imposer justement le projet de l'ECO, comme initialement prévu par les pays de l'Afrique de l'Ouest, je pense que pour l'Afrique et pour la France, c'est non seulement une gifle, mais une défaite déterminante
pour la suite, n'est-ce pas, de ce combat qui nous oppose à cette élite française, qui ne veut pas du tout entendre raison, qui ne comprend pas que le développement de l'Afrique serait même profitable à l'économie française. Parce que c'est ce qu'il s'agit. Quand vous regardez l'Angleterre aujourd'hui avec ses ex-colonies, hein, c'est grâce à la poussée économique de ces ex-colonies que l'Angleterre, la City par exemple, est devenue la plateforme financière numéro 1 dans le monde. Mais qu'est-ce que Paris peut penser? Continuer à exporter indûment comme ça de ses anciennes colonies et penser qu'elle va continuer d'avoir un certain niveau? Non. Et le docteur, il dit, moi, dit quelque chose. Quand vous êtes dans ce type de rapport avec l'autre, vous vous affaiblissez. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne travaillez plus suffisamment pour vous mettre à un certain niveau. Donc, vous devenez comme un géant au pied d'argile. Parce qu'en réalité, le jour où on vous enlève, n'est-ce pas, ce supplément, n'est-ce pas, dans la corruption, dans le faux, dans la fémanière, vous vous écroulez. C'est ce que risque d'arriver à l'économie française et à l'élite politique française. C'est pour ça que les éléments les plus constructifs, les plus, j'allais dire, un peu sérieux au niveau de la France sont en train de dire à Paris, attention, nous allons tout droit dans le mur. Il est peut-être de bon ton qu'on laisse ces gens-là avoir leur autonomie financière, leur souveraineté économique et politique. Comme nous avons des liens sur le plan historique et culturel très étroits, il est évident que dans un premier temps, ils auront tendance à continuer à entretenir des relations économiques et sociales, économiques et culturelles très tenues avec nous. Et c'est nous qui sommes les principaux bénéficiaires de cette affaire. Donc, M. Macron, c'est un représentant de l'élite politique qui a échoué de la relation de l'élite france-africaine, qui essaie de... Ce sont des combats d'arrière-garde, voilà ce que je voulais dire. Ce sont des combats d'arrière-garde qu'il essaie encore de mener, mais je crois que dans bientôt nous allons assister à la fin des patates, puisque j'ai fait un post dernièrement dans Facebook, j'ai dit que la France-Afrique est morte pour bientôt, et les gens n'ont pas compris. Voilà les éléments qui tendent à démontrer qu'ils sont en difficulté. Merci à vous, patient Parfendom. Le docteur Célestin Tchakouté nous a déjà rejoint. Eh bien, bonsoir et merci d'être des nôtres, docteur Tchakouté. Je vais vous relancer avec cette première question. Eh bien, Alphonse Dongo l'a dit tout à l'heure, le combat contre le franc CFA est porté par le Parti communiste, est porté par la France insoumise et le Rassemblement national. Il aurait aimé que ce combat soit porté, par exemple, par la République en marche, mais il n'en est rien. Doit-on se réjouir, docteur Tchakouté, du fait que le combat pour la libération de l'Afrique du franc CFA soit porté par les extrêmes du côté de la France, quand on connaît pourtant leur politique? Merci de l'invitation. Je salue d'abord tous nos chers téléspectateurs. Ça fait longtemps, mais c'est parce que j'étais très occupé. Je salue le docteur Dimo. Ça me fait plaisir de le rencontrer et les autres panélistes. Alors, la question, c'est toujours bien d'être assisté par d'autres personnes dans son combat. Ça, c'est un fait. Donc, que Marine Le Pen, que les communistes, que ceux-ci viennent nous dire, mais ça, c'est des... Pour moi, je crois que mon prédécesseur l'a très bien expliqué. Ce n'est pas les Français qui vont nous libérer. Ça, c'est un fait. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir aujourd'hui, et elle peut y arriver, elle va changer d'avis. Je vous rappelle, lorsque M. Macron arrive, dans un premier temps, il a très bien dit, celui qui veut sortir n'a qu'à sortir. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il a envoyé plutôt son ministre de l'économie pour dire non, non, surtout ne sortez pas. Et quand Macron en reparle 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, je reconnais, c'est un sujet tabou. Quand il a reçu notamment le président du Ghana, il a dit maintenant nous sommes prêts à parler de tous les sujets, y compris les sujets tabous comme le franc CFA. Donc voilà quelqu'un qui dit d'abord vous pouvez sortir. Après il dit non, c'est un sujet tabou. Ça veut dire qu'entre temps, il s'est passé quelque chose. Il venait d'arriver, il ne connaissait pas encore les enjeux. Dès qu'il a dit tout le monde peut sortir s'ils veulent, on a dû lui montrer les enjeux. Il a dit oulala, qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise. Donc c'est ça que depuis maintenant, il a changé d'avis. Il ne dit plus sortez si vous avez envie de sortir. Maintenant, quand nous voulons débattre de la monnaie, c'est lui qui se précipite pour venir en parler à notre place. Donc, effectivement, ce n'est pas les Français qui vont nous libérer. Parce qu'il y a déjà eu un débat similaire un jour, c'était en Suisse, sur l'épargne des pays pauvres, surtout en Suisse. Il y a un député de la gauche qui avait soulevé le problème en disant aux Suisses, mais ce n'est pas normal que nous, on s'asseye sur l'épargne des pauvres pour nous enrichir. Il y a un autre député de droite qui lui a dit, monsieur, nous n'allons pas sur la branche sur laquelle nous sommes assis. Donc, le débat s'est arrêté là. Et quand vous suivez très bien les discussions qu'il y a dans ces milieux-là, les Occidentaux vous disent très clairement que dans ces domaines-là,
le bien et le mal n'existent pas. Ça, par rapport à eux, le bien et le mal, ça n'existe pas. Donc, dans ce domaine-là, il ne faut pas qu'on espère que ça va changer venant d'eux. C'est à nous de prendre ce débat en main et de le mener jusqu'à son terme. Quelqu'un a signalé tantôt, on a eu à le dire plusieurs fois, c'est une monnaie nazie. Je vais rappeler en 2 minutes comment c'est arrivé. C'était quand l'Allemagne a occupé la France militairement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le régime nazi a créé un compte qui s'appelle le clearing. Dans ce compte, on devait mettre toute la richesse de la France et la France pouvait y puiser à 2 conditions. Première condition, acheter les produits allemands. Et deuxième condition, avoir l'accord du chancelier Adolf Hitler. Dans les faits, la France n'a jamais puisé dans ce compte-là, donc ça a plutôt enrichi la machine allemande. Donc, maintenant, la France, qui était... Écoute, la fin du franc CFA en Afrique. Écoutez, c'est la délivrance, hein, c'est la délivrance. Écoutez, la monnaie, c'est un outil central, c'est le sang. Ça représente à peu près le sang dans le corps humain. Un pays qui ne gère pas sa monnaie ne signifie rien. Docteur Tchakouté a évoqué et M. Siam Parfendom, ils ont évoqué ce système introduit par les colonisateurs allemands à l'époque face à la France. J'aime bien le rappeler parce que son nom ne peut pas passer inaperçu. Il s'agit de Hjalmar Schacht qui impose à l'Allemagne, c'était le ministre allemand de l'économie de l'époque, qui impose à la France, qui est vaincue, de participer au fonctionnement de l'économie allemande, au redressement de l'économie allemande. Et naturellement, comme l'a dit Célestin Tchakouté, les Français, ils sont très embêtés parce qu'en fait, dans toutes leurs transactions, les bénéfices retombent automatiquement dans les caisses de l'Allemagne. Et naturellement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il est question non seulement de reconstruire la France après qu'elle soit détruite, mais il est également question de rattraper essentiellement la Grande-Bretagne. Les Français les intérêts de la France. C'est vrai, il est de tout l'Occident. M. Macron représente certainement un pays qui voudrait se positionner dans la scène internationale sans rien avoir en fait dans le fond, en utilisant le fait qu'il a derrière lui une quinzaine de pays, et donc ce qui lui permet d'avoir une position dans le Conseil de sécurité, ce qui lui permet d'avoir un droit de regard et d'influencer même les officines géopolitiques des pays occidentaux comme les États-Unis, parce que c'est bien de le noter, la France ne détient pas seulement le franc CFA comme outil de guerre pour assujettir pour toujours les pays africains, mais beaucoup de bases militaires qui peuvent à certains moments, qui le sont très souvent secrètement utilisés par d'autres puissances occidentales. La France est un levier principal a été tout au moins jusqu'aux dernières crises qui a eu lieu au niveau de la transformation, de l'enrichissement de l'uranium par les centrales nucléaires allemandes. Jusque-là, la France fournissait de l'uranium à 0 francs à l'Allemagne. Donc comprenez qu'il ne s'agit pas seulement des intérêts français. C'est bien de noter également que M. Macron, c'est un de ces éléments qui ont travaillé fortement
Dans la banque Rothschild, tout le monde sait ce que veut dire Rothschild, c'est les intérêts occidentaux au sens le plus large. C'est quelqu'un qui a siégé dans les hautes places de cette banque Rothschild en France. Il a un passé qui le condamne plus ou moins, ou qui le prédispose de manière naturelle à conduire une politique qui, en fait, détruit l'Afrique. Parce qu'en fait, c'est bien de le noter, l'objectif de tout l'Occident, c'est d'arriver à une industrialisation zéro pour l'Afrique. Et je crois qu'ils sont en train de le réussir jusqu'ici, jusqu'aux derniers sursauts qui sont apparus un peu au hasard, je dois le dire, parce qu'en fait, c'est seulement lorsque l'Union européenne tourne le dos à l'Afrique, notamment après la chute du mur de Berlin, que l'Afrique s'est trouvée en fait totalement abandonnée. Pour 2 euros qui étaient placés en Afrique, il y avait en contrepartie 27 qui allaient à l'Europe de l'Est. Et du coup, il y a eu un vide qui s'est créé autour de l'Afrique. Et c'est au moment même où les grands émergents commençaient à monter en puissance, notamment la Chine, qui se saisit de cette situation pour lancer ces projets de partenariat gagnant-gagnant qui en fait vont tirer, c'est la Chine essentiellement et l'Inde dans une moindre mesure et le Brésil qui font tirer la croissance africaine des années 2000 à 2014 en important essentiellement et du pétrole et du gaz et du bois et tout le reste, ce qui a permis à l'Afrique de connaître ce qu'on appelait, l'économie s'appelle les 15 glorieuses de l'Afrique, donc de 2000 à 2014-2015, où l'Afrique a cru annuellement à un taux de 5 à 6% du fait que les importations de leurs matières premières qui ont alimenté l'industrialisation et l'enrichissement de la Chine, parce que la Chine s'est transformée aussitôt en principal atelier du monde suite à cela. Ce qu'il faut noter, c'est que malheureusement, les Africains que nous sommes, nous ne prenons pas la mesure de l'importance de l'économie africaine. Il suffirait, beaucoup d'études le montrent, il suffirait de fermer les frontières pour seulement 4 mois et l'économie européenne s'arrête. Pour 7 mois et les États-Unis s'arrêtent également. Nous devrions, à mon avis, prendre un peu plus conscience de l'importance que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique, dans un créneau qui reste porteur, celui des hydrocarbures principalement, du pétrole, représente quand même 14-15% des réserves mondiales aujourd'hui. Et tous les pronostics tendent à dire qu'en 2030, ce sera au minimum 25% des réserves mondiales, voire 30% dans le tiers de la production de pétrole ne viendra plus des zones du Moyen-Orient, mais essentiellement de l'Afrique. Donc, moi, personnellement, je pense que ceux qui décident ici en Afrique, ils doivent prendre la mesure de la situation. La France, je pense qu'elle est logique envers elle-même. Elle sait où elle se trouve. Elle sait où elle se trouvera en 2030, dans une position très mauvaise. Donc, il est clair que si on peut instrumentaliser, comme le fait si bien M. Ouattara, qui est dans son rôle, parce qu'il est beaucoup plus un Français qu'un Africain, si on peut l'instrumentaliser, lui promettre de revenir au pouvoir ou d'y rester comme il aime bien le faire. Voilà, la France, elle fait son jeu. Elle fait son jeu, mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a une décomposition en profondeur des rapports de force entre l'Occident et le reste du monde et l'hémisphère sud et principalement la ceinture du Pacifique, et qu'aujourd'hui la bataille est de vouloir étouffer l'émergence de ces pôles de croissance nouveaux et ralentir cette
ce basculement presque irréversible du centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie. Donc il ne s'agit pas seulement d'une question française à mon sens, il s'agit de défendre des intérêts de tout l'Occident, et vous comprenez que dans la bataille contre Gbagbo, dans la bataille contre Kadhafi, dans toutes les grandes batailles, parce que Kadhafi c'est quand même un gros modèle, ce n'est pas seulement la France qui l'a pourchassé, c'était des Américains, surtout Obama était de l'autre côté, dans toutes ces batailles il était très impliqué, parce qu'en fait arracher l'Afrique à l'Occident, parce qu'il ne s'agit pas de la France, il s'agit de l'Occident, et il y a deux pays en Afrique, la Côte d'Ivoire et beaucoup plus le Cameroun. Et je ne suis pas totalement de l'avis de mon frère de l'autre côté qui pense que le Cameroun et l'Afrique centrale flirtent avec cette logique. Non, c'est beaucoup plus le contraire. Nous, ici en Afrique centrale, parfait, patient, le sait très bien. Nous avons eu beaucoup d'interventions. C'est vrai, le ministre des Finances de la zone CEMAC s'était prononcé favorablement, mais suite aux interventions des uns et de l'autre, patient parfait, dont moi et d'autres, je crois que nous avons pu incliner et infléchir la trajectoire, et le chef d'État de la zone CEMAC sont beaucoup plus dans la logique de l'éco de première génération, je vais dire, celle qui voudrait qu'il y ait une indexation par rapport à toutes les devises, parce que quelqu'un l'a dit précédemment, nous importons et nous exportons aujourd'hui beaucoup plus vers la Chine, vers la Russie, la Turquie et tout le reste. Donc il n'y a pas de raison que on continue à travailler à partir de l'euro, parce qu'en fait c'est des coûts supplémentaires pour nos importateurs et nos partenaires. Donc si on est adossé sur une monnaie, sur un taux de change flexible, c'est pour cela que la parité fixe ne nous convient pas du tout. Si on est adossé sur un taux de change flexible, on peut voir un peu plus facilement notre avenir, surtout les pays de la zone CEMAC, parce qu'en fait, nous, dans la zone CEMAC, nous dépendons essentiellement des exportations des hydrocarbures. Et les hydrocarbures, les transactions se font en dollars. Maintenant, quand vous faites vos transactions en dollars, vous savez ce qui arrive. Lorsque le dollar s'affaiblit, et ça se fait très souvent, vous êtes très perdant, très perdant avec les assèchements drastiques de nos réserves de change que nous connaissons depuis quelque temps. Ici, de manière naturelle, c'est pas de manière idéologique, de manière naturelle, les pays de la CEMAC ne pourront jamais accepter que on aille dans une logique de l'euro, parce qu'en fait, toutes nos infrastructures, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, sont financées par ceux qui ne nous ont pas colonisés, qui n'ont pas profité de nous. La France, qui a profité de nous, a ajouté, a apporté 3 mégawatts, c'est quelqu'un qui le disait, à la Guinée. Et les Chinois en ont apporté à peu près 600. C'est la même chose au Cameroun. La France n'a jamais rien apporté, parce que le barrage de DA sert les intérêts de Péchiné, essentiellement. Tout le reste des choses, c'est des efforts des Camerounais ou alors d'autres donateurs, et principalement la Chine, qui a donné donc entre-temps près de 6 barrages, un câble à fibre optique, un port en eau profonde, des autoroutes, des équipements sportifs de toutes sortes. Donc on peut dire que aujourd'hui, il y a un problème, et il faut l'évoquer. Il y a un problème entre la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est elle qui gère l'éco, en fait, qui gère l'euro, en fait. Aujourd'hui, l'Allemagne se voit obligée de renflouer massivement les comptes, parce qu'en fait, les pays africains, d'une manière générale, continue à emprunter auprès de la Chine, et pour être en conformité avec les logiques de la comptabilité nationale, il faut toujours continuer
à racheter d'autres devises étrangères et tout ça, ça pèse sur l'Allemagne qui est le maître à jouer et elle cogne de plus en plus. Donc quand vous comprenez le Deutsche Wirtschaftsnachrichten dire qu'il y a 440 milliards d'euros qui sortent des pays africains pour financer la politique sociale et autres de la France, c'est aussi pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Donc il y a un désaccord à l'intérieur même de l'Europe, un désaccord très marqué de plus en plus. Merci à vous, Dr Edimo. Je reviendrai vers vous tout à l'heure, patient référendum. Le temps de marquer pour nous le premier arrêt de cette édition spéciale pour aller directement au standard, où nous attend déjà. Restons au standard pour prendre cette fois-ci Delphin, qui nous appelle depuis Bujumbura. Ok. Bonsoir mon très cher frère Junior Ouafo. C'est un réel plaisir de te retrouver comme moniteur de plateau ce soir. Donc je transmets mes salutations à l'ensemble de tes panélistes. Je n'ai pas retenu tous leurs noms et leurs visages, mais j'ai reconnu l'aîné Parfendum, Monsieur Edimo, je crois. Et mon autre grand frère, Célestin Tchakounte. Et je crois qu'il y avait un autre, mais je m'excuse, je n'ai pas retenu son nom. Donc, beaucoup de choses très très intéressantes ont été dites. Moi, je vais simplement apporter, comme d'habitude, mon eau au moulin des uns et des autres. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je suis particulièrement content de remarquer sur les plateaux d'Afrique Média que nous ne sommes pas dupes. Les panélistes ne sont pas dupes. Il y a effectivement une visée de certains partis politiques européens, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, qui n'ont pas de visibilité dans leur propre pays et qui, évidemment, n'hésitent pas à se servir du sujet brûlant qu'est le franc CFA pour avancer leurs propres pions dans leur propre jeu politique pour avoir plus de voix lors des échéances, pas se faire coopter pour devenir un instrument une énième fois comme ça s'est déjà fait par le passé. Ce soir, moi j'aimerais surtout insister sur ce que je dis souvent et mon cher Junior qui est bien placé pour le savoir. J'invite toujours les Africains à se plonger dans les, comment dirais-je, dans des efforts géopolitiques, géostratégiques d'envergure. Regardez comment l'État français se sert de vos divisions entre vous, les gens de zone CFA, pour vous monter les uns contre les autres. L'exemple le plus parlant, évidemment, c'est celui du nègre de maison. Excusez-moi l'expression un peu forte, mais tout à fait vraie, de M. Ouattara. M. Le Drian a tout fait pour l'imposer, malgré les meurtres, les tortures à droite à gauche, à Yopougon, ailleurs. Donc, moi, ce soir, j'ai envie de vous inviter, vous, à utiliser de cette cacophonie qui a lieu au sein même du Parlement français pour fragiliser à votre tour ces gens bavards là, soi-disant démocrates. C'est aussi ça, la réciprocité conjuguée à de la géopolitique et à de la géostratégie panafricaine. Donc j'espère que mes propos ne vont pas rentrer dans des oreilles de sourds, connaissant par exemple l'intelligence d'un aîné comme Monsieur Parfendum. Je ne doute pas qu'il a compris ce que j'ai voulu dire par là. Nous sommes quand même en direct, il ne s'agit pas de montrer tous nos biscuits comme ça à la face du monde. Il faut un peu savoir conserver nos stratégies, autant que faire se peut. Donc je ne vais pas monopoliser plus longtemps le micro, je vous le restitue mon cher Junior. Afrique Média, Le Monde c'est nous. À votre suite, c'est Madame Assoa qui nous appelle depuis la Belgique. Bonsoir à vous, chère Madame, et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos panélistes et merci de me donner la parole. Je ne vais pas la monopoliser vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se bousculent au standard. Moi, je l'ai déjà exprimé lors de l'émission de la ligne rouge de hier matin et peut-être que mon message a été mal compris parce qu'on a cru que je faisais le procès Afrique Média alors que pas du tout. Je disais que la question du franc CFA a été longtemps débattue sur le plateau et avec courage et je remercie beaucoup Afrique Média d'avoir été l'une des seules chaînes et ensuite repris par d'autres à poser le problème de la question du franc CFA parmi les pionniers.
Maintenant, moi, mon problème, c'est que lorsque le titre est que les députés français dénoncent la fumisterie du franc CFA, déjà, c'est pas les députés français, c'en est qu'un seul, hein, c'est Monsieur Lecoq qui l'a dénoncé, un député d'un parti de gauche, je pense le Parti communiste, parce que la plupart des députés français n'ont que faire de la question du franc CFA, parce que pour eux, ça les arrange, bien au contraire. Moi, je me pose la question de savoir ce que font nos députés à nous. Donc, à quel moment on aura vraiment le vrai débat par les personnes concernées qui ratifient les lois dans nos pays, qui sont utilisateurs du franc CFA, dans nos assemblées nationales, au Parlement, au niveau du Sénat, sachant que les journaux en parlent, les médias en parlent, la population en parle. Nous avons fait des marches contre le franc CFA, nous avons fait des fronts anti-franc CFA en 2017, quoi. Ça va faire déjà maintenant 3 ans. Ça fait depuis 2013 que moi je suis active sur les réseaux sociaux où on dénonce le franc CFA. Vous-même, Afrique Média, vous êtes là depuis quoi, 2009, 2008, déjà en train d'en parler, et même bien avant, puisqu'il y a eu par exemple le professeur Nicolas Gbou qui a écrit son livre depuis 1999. On remonte encore depuis les années 60 avec le professeur Tidjane Pouemi, mais à quel moment nos assemblées nationales, nos sénateurs, ceux qui sont censés légiférer, ratifier des lois, vont présenter des textes pour dire que nous sortons, ce ne sont pas nous les populations qui allons sortir du franc CFA et qui allons dire on va créer notre monnaie et imprimer nos billets de banque dans nos maisons pour dire que nous sortons du franc CFA. Au final, ce sont nos propres députés, nos propres sénateurs qui doivent soumettre des lois et dire voilà à combien d'étapes on doit sortir du franc CFA au bout de tant d'années, et non attendre comme un cadeau de Noël à Monsieur Macron qui prend son avion le 26 décembre 2019 pour venir dire et faire une sorte de farce avec Monsieur Ouattara que ça y est, le franc CFA est fini, on a maintenant l'écho, et que c'est dans l'Assemblée nationale, au sein de l'Assemblée nationale française, qui vont ratifier ça. Donc, pareil, comme d'habitude, en 1885, on partage l'Afrique, les Africains sont pas là. En 1945, le 26 décembre, on invente le franc CFA, les Africains sont pas là, c'est De Gaulle, Soustelle et Prévenel qui font le franc CFA. Et encore une fois, le franc CFA est débattu dans l'Assemblée nationale en France. Il y a un député ou deux qui dit c'est une fumisterie, et pendant ce temps, sur 14 pays qui ont plein de ministres, chaque gouvernement a au moins 20-30 ministres, chaque pays, chaque gouvernement a je ne sais combien de députés de combien de partis, personne n'en parle. Et parmi les présidents eux-mêmes, il y en a qui ne s'entendent pas entre eux, ou bien on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui, au sein de leur pays, ont des bases militaires françaises, comme au Gabon et au Tchad. Mais à quel moment on met sous leur propre responsabilité nos députés, nos sénateurs, nos ministres de l'économie, des finances, nos présidents? Quand est-ce qu'ils en parlent? C'est toujours les populations qui en parlent. C'est toujours nous autres qui allons à Chamalières, à je ne sais où pour manifester. Ça s'arrête quand en fait? Quand est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités? Voilà ma question. Merci. Ce retour sur le plateau avec vous, Patient Parfendum. On parle bien évidemment du combat pour la libération de l'Afrique du franc CFA. On parle de l'aspect politique. On a parlé de l'aspect politique, on a parlé de l'aspect économique. Ces deux aspects sont-ils les seuls qui encadrent la lutte contre le franc CFA en Afrique? D'abord, il faut dire à nos chers compatriotes, nos internautes ou bien nos téléspectateurs qui nous appellent d'être forts, savoir raison garder. J'ai senti un peu de fébrilité, mais c'est normal, nous sommes dans un combat. On ne va pas nous faire de cadeaux. Et je pense que nous avons fait des pas importants en avant. Depuis que nous avons déclenché, n'est-ce pas, cette bagarre, parce que c'est une lutte, hein, c'est un combat acharné contre un monstre qui a des tentacules, même souvent insoupçonnés. Les gens se posent des questions, pourquoi les chefs d'État n'en parlent pas, pourquoi les députés n'en parlent pas, pourquoi. Mais il y a un formatage, il y a une organisation, il y a une cage qui a été mise sur pied, qui fait que ce sont des questions qui sont... C'est-à-dire les gens s'auto-censurent même pour en parler, pour plusieurs raisons. Je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire pour aller un peu très vite. Vous vous souvenez, lors de l'élection de 2010, c'est plus tard que M. Bédié va le reconnaître. C'est Bédié qui était arrivé second. Ce n'était pas M. Ouattara. Mais Paris, par rapport, n'est-ce pas, aux acquaintances et relations, j'allais dire,
que M. Bédia avec Paris, on lui a dit, mets-toi un peu en retrait, laisse notre pion aller à la bagarre pour des objectifs bien précis. Vous voyez, n'est-ce pas, ce mélange, cette relation bizarre qui existe entre les élites politiques africaines, bref, celles qui sont acceptées, celles qui sont officielles, avec la France. Mais de tout temps, quand on rentre dans l'histoire de nos peuples, les luttes ont toujours opposé ceux des Africains qui se sont sacrifiés pour une souveraineté pleine, entière et totale, sans condition de nos pays, contre ceux qui pensaient qu'il fallait de toute façon continuer à négocier, à être dans les bonnes grâces, n'est-ce pas, de Paris pour pouvoir résister. Nous sommes encore de nouveau sur ce terrain-là. Mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons, par exemple, des amplificateurs de cette pensée, n'est-ce pas, cette pensée de la volonté des Africains de s'affranchir de toute forme de tutelle. On ne l'avait pas avant. Donc, nous étions comme un gros monstre qui était complètement affalé. Tout à l'heure, le docteur Edim nous a parlé des glorieuses, ces 15 années-là. Quand le mur de Berlin est tombé, les Européens ont dit, ah, on ne gagne rien en Afrique, on va aller investir au niveau de l'Est. C'est eux très rapidement qui se sont rendus compte qu'eux ne gagnaient rien là-bas. Ils sont revenus en courant au niveau de l'Afrique, mais il y avait déjà de nouveaux partenaires qui s'y étaient installés. Alors, il y a une dimension d'ordre idéologique qu'on a aussi oubliée dans cette bagarre-là. Elle est extrêmement importante, il faut le dire. Il faut chaque fois qu'un Européen dénonce l'attitude à la fois condescendante et criminelle des élites au pouvoir contre l'Afrique, les encourager. Il faut encourager ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'eux aussi subissent les mêmes, les mêmes difficultés là-bas chez eux. La fracture qui existe par exemple en Europe entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, c'est quelque chose d'incroyable. D'année en année, elle ne fait que s'amplifier. Il ne faut pas l'oublier. Effectivement. Ne pensez pas que la plupart de ces grands majors, de ces grands capitaines d'industrie, de ces grands capitaines d'économie, de ces hommes d'affaires comme les Bolloré, ils le font uniquement pour le bonheur des Français. Sinon, vous n'aurez pas vu toutes ces manifestations, grèves, les gilets jaunes, les gens qui luttent contre les lois en France, contre par exemple le fait qu'on prenne une photo à un policier, etc. C'est parce que les gens ont mal. La France profonde souffre. L'Europe profonde souffre. Ils sont dans une bagarre incroyable. Il y a quelques vernis qu'on essaie d'apposer pour, c'est-à-dire que sur le plan cosmétique, donner l'impression aux gens qui vivent mieux, mais ils commencent à comprendre qu'ils vont tout droit dans un mur. Les riches continuent de s'enrichir de manière ostentatoire et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que les franges de population entre ceux qui s'appauvrissent et ceux qui s'enrichissent autant pour moi, continuent de se creuser. Le cas de la Chine, par exemple. La Chine était extrêmement dépendante, par exemple, d'un pays comme les États-Unis pour les approvisionnements en blé. Vous connaissez le blé, l'importance qu'il a. Effectivement. Alors, la Chine, en investissant en Afrique, veut se défaire des métaux. Vous voyez la dimension idéologique de l'Occident. Pour que ces approvisionnements dans les matières premières, mais aussi dans les matières agricoles stratégiques, ne dépendent pas uniquement de l'Occident. Dans la guerre de soft power qu'ils ont enclenché contre l'Occident, ils veulent être plus ou moins, avoir des coups de franche, voilà le thème que je cherchais, pour pouvoir négocier d'égal à égal avec les Américains et les Occidentaux. Vous voyez toutes les sanctions que Trump a essayé d'imposer et à la Russie et à la Chine participaient de cette guerre-là, de ce jeu-là. Or, s'ils trouvent dans la possibilité de faire des investissements en Afrique, une possibilité de se sortir, n'est-ce pas, de cette P14-là, ils ne vont pas hésiter. C'est à nous les Africains maintenant, qui sommes, comment on dit ça, comme des gens qui, peut-être même contre leur propre volonté, peuvent faire profiter de cette bagarre entre ces deux monstres-là. C'est à nous de pouvoir tirer notre épingle du jeu. C'est ça la question. Mais c'est là où nous sommes comme tétanisés, nos hommes politiques, les élites du moment sont comme tétanisés, ils ne veulent pas bouger. C'est pour cela que nous apprécions quelqu'un comme le président Touadéra, l'espoir de la Centrafrique. Il avait compris que dans cette guerre-là, entre ces monstres-là, il faut qu'il puisse tirer son épingle du jeu. Et nous devons continuer à éduquer nos populations. Donc la guerre, elle est aussi géopolitique, éminemment géopolitique. Elle n'est pas que économique, elle n'est pas que politique, parce qu'il faut tuer la France-Afrique. La France-Afrique va mourir de sa propre mort, parce qu'à un moment donné, les Occidentaux n'ont pas compris qu'en délaissant l'Afrique, l'Afrique ne pouvait pas accepter de mourir. Elle s'est tournée vers d'autres partenaires qui ont donné à l'Afrique de voir autrement. Mais vous pouvez... L'histoire de win-win que Gbagbo disait là,
Mais au lieu d'être dans une situation où vous êtes comme les mains et les pieds attachés, non, vous donne la possibilité au moins d'avoir les mains qui ne sont pas attachées. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je pense sincèrement que oui, nous devons nous organiser, mieux nous organiser. Et c'est pour ça que je parle toujours de créer des passerelles, de créer des synergies entre les différents groupes africains qui luttent, n'est-ce pas, pour arracher cette souveraineté-là. On doit mieux s'organiser, continuer de nous organiser, éduquer, informer, nous organiser, pour justement créer une masse critique capable d'imposer une nouvelle donne, un paradigme nouveau à nos décideurs, en leur disant attention, si vous continuez d'être dans des relations aussi uniques, d'être des hommes liges de cet Occident-là, on va vous balayer. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore cette force parce que justement, contrairement à ce que les gens disent, une chose, c'est de dire que les gens sont conscients. Une autre chose, c'est que les gens fassent le pas maintenant pour s'organiser en association, je ne sais pas, en comité, en truc de lutte contre le franc CFA, etc., etc. Et comme quelqu'un le disait, il y a une division du travail. Nous sommes là pour réveiller le monstre qui dort. Peut-être que par des électrochocs, on essaye par notre verbe, par notre attitude, de leur dire de se réveiller. Maintenant, aux autres aussi, de faire leur part de boulot. Ceux qui sont les investisseurs, ceux qui ont l'argent, qui créent les unités économiques, qui créent des possibilités pour donner de l'apport aux jeunes, de créer de nouveaux partenariats avec d'autres acteurs économiques et politiques dans le monde pour progressivement se défaire, n'est-ce pas, de l'hyper-présence de la France au niveau de nos économies et de notre politique. Ils ont de l'argent, on a des banquiers, on a des hommes d'affaires, on a des intellectuels, mais qui commencent à regarder ailleurs. Nous ne pouvons pas tout faire. On n'a pas les moyens pour le faire. Effectivement. Ok. Donc moi je pense sincèrement que nous sommes sur la bonne voie. Ça va prendre le temps que ça prendra. J'espère que ce temps sera extrêmement court. Mais nous sommes sur la bonne voie parce que la lutte, au-delà de ce que nous voulons, elle ne dépend pas uniquement de nous. Il y a d'autres luttes qui se passent sur le plan mondial. C'est à nous de savoir tirer notre épingle de jeu de cette confrontation entre les mammouths qui s'affrontent sur le plan international. Et nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. Maintenant, c'est la question de la monnaie. La monnaie continentale, c'est le rêve. Mais on peut commencer par ce qui est faisable. Et ce qui peut être faisable tout de suite et maintenant. Nos techniciens, nos technocrates, que ce soit à la BCAO ou bien à la BR, ils gèrent déjà le franc CFA. Donc ils savent gérer cette monnaie-là. Tout à fait. Nous avons des jeunes qui sont sortis des écoles, qui savent comment ils peuvent gérer une monnaie. Commençons au moins par là. Des unités sous-régionales. Créons des monnaies sous-régionales, mais dans la perspective, à moyen terme, d'aller vers une monnaie globale. Donc, mais, c'est-à-dire, on a un matériau qui est là, qui existe. On n'a pas besoin de le créer, le matériau existe. Utilisons ce matériau pour faire ce pas qualitatif. Et c'est vraiment important. C'est ça qu'il s'agit. Et on peut le faire. Je sais que c'est Hubert Kamgan de Dété Mémoire qui parle de je ne sais pas, ou bien de Corée, tout ce que vous voulez. Créons une monnaie en Afrique centrale. Si nous créons une monnaie en Afrique centrale, tout à l'heure on a parlé de l'or, je crois que quelqu'un parlait de l'or là. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Si on commence même à faire les premières et les secondes transformations, ne serait-ce que du cacao, du coton, du café, du fer, avec l'acier. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec l'acier dans le monde. Je vous assure, dans un temps record, nous allons sortir complètement de la misère. Je suis parfaitement convaincu. Et nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. Donc, c'est une question d'organisation, de sensibilisation, de formation, mais que les autres Africains prennent aussi part à cette bagarre-là. Personne n'est avec sous son front, comme Ndiawo ou bien Edimo ou bien Tchakoun Teke là-bas, que c'est à toi de sauver le continent africain. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Chacun doit mettre sa main à la pâte pour sortir notre continent de cette domination inique, de cette iniquité qui ne se justifie plus. Et moi, je suis confiant. Je suis confiant que, comme disait d'ailleurs Victor Hugo, qui était raciste par ailleurs, rien n'est plus puissant qu'une idée dont le moment est venu. L'idée de la libération de l'Afrique, ce moment-là est arrivé. Nous devons tout faire pour qu'on se libère de tout cela. Mais maintenant, qu'on soit accompagné. Qu'on soit accompagné, que les gens nous aident. Si les gens ne savent pas le faire, qui nous donne les moyens pour dire que, apparemment, vous avez une expertise, nous, on met les moyens à votre disposition, faites-le. Mais quand vous voyez comment ce monde nous sommes esselés, on a d'abord insulté, par exemple, ce qu'ils appellent les aboyeurs. Ils parlent français, c'est trop compliqué. Maintenant, tout le monde se rallie. Mais il ne se rallie pas avec modestie, avec humilité. Il se rallie encore avec condescendance. Que, oui, mais vous savez, c'est compliqué, vous allez trop vite en besoin, etc., etc. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont l'argent, aidez Afrique Média, aidez les hommes qui animent, n'est-ce pas, ces débats,
Pourquoi ils sont en capacité de créer dans les quartiers, dans les villes, n'est-ce pas, des organisations qui vont se battre justement pour que quand on va claquer du doigt, pour dire que demain, on va organiser une manifestation dans toute l'Afrique. On demande que dans chaque carrefour, il y a 10, 20 personnes pour dire non au franc CFA, qu'on ait des millions et des millions d'Africains dans la rue. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous, patient Parfendom. Il faut dire que la France avait accepté d'accorder l'indépendance à ses colonies d'Afrique subsaharienne à condition qu'elles acceptent d'utiliser le franc CFA et que la France conserve un monopole sur leurs matières premières. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.